l'époque, j'étais une jeune universitaire pleine d'idées. J'ai toujours été élevée en disant qu'un jour, je serais la première ministre du Canada, la première femme première ministre du Canada. Donc, j'ai fait beaucoup de politique fédérale, provinciale. J'ai commencé mes classes, j'avais 9 ans. Ma maman était organisatrice. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer les grands premiers ministres, donc Pierre Elliott Trudeau, John Turner, Jean Chrétien par la suite, Paul Martin. Et finalement, en 94, je venais de terminer mes études. J'étais en train de faire ma maîtrise en communication, mais je faisais beaucoup d'infographie. Et à l'époque, on connaissait le directeur du parti, le nouveau parti Vision Montréal qui venait d'être créé pour la campagne électorale au municipal. Je ne connaissais absolument mais rien du municipal, mais pas du tout. Et pour moi, le municipal, ça n'a jamais été un niveau politique qui m'intéressait. J'étais en vue de m'en aller première ministre du Canada, toujours. Donc, pour arrondir mes fins de mois, je faisais de la publicité, je faisais des dépliants. Et pour la campagne, j'avais développé un beau concept publicitaire, affiches, panneaux, les dépliants, tout ça, tout le concept. Et j'étais allée rencontrer le directeur général du parti. Et en le rencontrant, il m'avait dit « Parfait, voici, c'est sûr, Annie, il faut qu'on te donne le contrat, mais tu dois rencontrer M. Bourque, qui est le chef du parti. » Et là, je me dis « Bien, c'est parce que je viens pour un contrat de publicité, je viens pas pour rencontrer le chef du parti. » Là, je connaissais honnêtement pas beaucoup M. Bourque. Et là, je suis rentrée dans son bureau, je lui ai dit « Il paraît que vous voulez me voir, donc on va se parler. » Et lui, M. Bourque, pensait que moi, je venais me présenter pour être candidate aux élections. Puis là, il me posait plein de questions, puis je me disais, mais pourquoi il me pose autant de questions pour un contrat de publicité? L'entrevue a duré 1h30. Et là, à toutes les fois, il disait, t'es bien trop jeune pour faire de la politique. Puis là, je lui disais tout le temps, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'idée. La ville nous appartient, puis notre pays va nous appartenir aussi. Donc, aussi bien prendre des décisions maintenant pour pas laisser d'autres prendre des décisions à notre place. Et là, il me disait, oui, oui, oui. Puis là, il me parlait de ses enfants. Un homme charmant, sympathique. On a parlé de plein de choses pendant 1h30. Puis là, à la fin, il me dit, puis, est-ce que j'ai le contrat? Fait qu'il me dit, ah, c'est pour ça que tu étais ici? Fait que je dis, ben oui. Alors, il dit, oui, oui, le contrat, tu l'as. Mais il dit, tu es aussi ma candidate dans Villeray. Puis là, dans Octave Crémazie, c'était le nom du quartier. C'est où je demeurais, entre autres. Puis il me dit, c'est toi que je veux avoir comme candidate. Et là, je me suis dit, bien, ça fait pas partie de mon plan de vie, ça. Moi, le municipal, m'occuper des poubelles, du déneigement, c'est vraiment pas l'international du pays, le Canada et les relations entre autres pays. C'était loin de ce que moi, je voulais. Et là, je me suis dit, bien, pourquoi pas? C'est un beau défi. Je vais l'essayer. Qui tente pas sa chance n'a rien. Alors, je lui ai dit, OK, si j'ai le contrat, je me présente. Je me suis présentée, j'ai gagné. Et 5 mandats plus tard, 16 ans plus tard, mais je suis encore là et j'ai gradué un peu dans les étapes. Aujourd'hui, après 16 ans, je suis la seule qui reste depuis 1994 de Vision Montréal, donc celle qui a été élue dans la première mouture. Donc, on me qualifie de la doyenne du parti, malgré le fait que je suis peut-être une encore des plus jeunes, mais je suis la doyenne de ce parti. Et au conseil municipal, bien, le 2 semaines, on m'a traité aussi de doyenne. Et ça, c'est drôle parce que la majorité des gens, je vous dirais la grande majorité, ont plus que mon âge. Et je fais partie des 2 qui ont été élus depuis plus de 15 ans, donc au conseil municipal de Montréal. Donc, ça ne me rajeunit pas, ça me vieillit. Puis au moins, ma mémoire est là pour rappeler aux gens qu'il y a des choses qu'on a déjà faites qu'il ne faudrait pas refaire pour faire les mêmes erreurs. Moi, j'ai toujours dit que la politique, c'est une passion, celle d'aider les gens. Et la journée où j'aurais pu cette passion-là, je ferais autre chose. Actuellement, cette passion-là, je peux l'exercer à temps plein parce que j'ai un salaire qui va avec, donc je peux me permettre de le faire. Et à chaque jour que je me lève, je me dis aujourd'hui, je vais essayer de changer la vie de quelqu'un par une des décisions qu'on pourra prendre. Si on peut le faire, si je réussis à le faire une fois par semaine, je crois que mon travail est atteint. Et je vous dirais que ce qui a changé aussi dans une grande ville comme celle de Montréal, c'est l'arrivée de nouveaux immigrants, de toutes catégories confondues. Dans notre arrondissement, je vous dirais que moi, quand j'étais élue dans Octave Crémazie, c'était tout le monde qui était pareil, là, tous des Québécois de souche, bien enracinés, pas de racines coupées. C'était vraiment des gens de souche. Et depuis 1994, cet arrondissement dans lequel je vis a considérablement changé. Pour vous dire que maintenant, les de souche, là, il n'y en a plus beaucoup, là. On est même minoritaire par rapport à la population. J'ai 115 communautés culturelles différentes dans l'arrondissement.
125 lieux de culte différents, que ce soit des temples, des mosquées, des églises, des centres communautaires religieux. Je les ai tous et je vous dirais que c'est ce qui fait la richesse de notre arrondissement, c'est cet échange de culture et cette diversité dans laquelle on peut retrouver tellement de cultures différentes, de nourritures différentes, de musique différente, de magasins différents. Pour moi, c'est une richesse et c'est un plaisir de travailler avec tout le monde ici. Donc, je vous dis, quand je me lève le matin, cette passion-là, ce feu-là est encore présent. Mes premières peines, c'était quand j'ai été élue en 94. J'avais, pour moi, sky était de limite. Je pouvais changer le monde, j'étais élue, je prenais des décisions. Et il est arrivé un dossier très simple dans lequel, un jour, on me dit, j'appelle mon fonctionnaire, c'est un dossier simple de mettre un stop au coin d'une rue. Pas compliqué, un arrêt. Moi, j'appelle mon fonctionnaire, je lui dis, bon, écoutez, c'est moi la conseillère, j'aimerais qu'à tel coin de rue, vous installiez un arrêt stop. Il me dit, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Il faut faire une étude, il faut regarder, est-ce qu'il y a assez de mètres disponibles entre une lumière et un stop et un arrêt, Et là, finalement, c'était tellement compliqué que la réponse a été non. Mais j'en ai pleuré toute une soirée en disant, voyons donc, je suis pas capable d'installer un arrêt. Ça a été ma première déception en tant qu'élu, à être obligée de dire non à un citoyen. Parce que pour moi, le citoyen, c'est mon patron. Donc, moi, je suis là pour faire avancer les dossiers. Puis au début, je me disais, hey, on peut tout faire, on part. Et je suis partie avec mon bâton de pèlerin, je suis revenue à la mine basse. Mais à travers les 16 dernières années, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes extraordinaires de tous les coins du pays. J'ai été responsable, entre autres, d'un beau projet qui était celui de l'écoquartier. L'implantation du programme Écoquartier à l'ensemble de la ville à l'époque, qui avait 51 districts. J'ai travaillé avec des personnes là, immensément grandes intérieurement. J'ai appris beaucoup et j'ai même participé à des conférences internationales qui pour moi étaient très intéressantes. Et la rencontre, je vous dirais, une des plus grandes rencontres de ma carrière a été celle de la princesse Lala Hasna, donc la sœur du roi actuel Mohamed VI, au Maroc, lors d'une conférence où j'ai été invitée à parler de ce programme-là. C'est une conférence internationale sur l'environnement et j'étais la femme du Canada, la délégation canadienne. On était 3, mais j'étais la chef de la délégation pour qu'on puisse aller présenter le programme Écoquartier. Pendant cette mission-là, au Ouarzazate, j'ai eu la chance de dîner avec elle dans le désert, sous un bivouac. C'était magnifique et ça a été une soirée mémorable. J'en garde d'immenses souvenirs. Assez que ce programme-là a été retenu pour essayer de l'implanter dans différentes villes là-bas. Donc, je suis retournée à quelques reprises pour voir l'évolution, voir comment on était pour travailler. Une autre rencontre mémorable aussi a été en Afrique, dans laquelle j'ai été invitée comme femme élue canadienne à aller défendre et aller présenter à Ouagadougou, entre autres au Burkina Faso, à faire des conférences avec les nouveaux maires parce que les villes n'existaient pas. Ils venaient tout juste d'être créés. Donc, c'est un nouveau mouvement. Et donc, j'ai fait le tour des villages avec des chefs de village et les nouveaux maires. Et là, mon rôle était d'expliquer aux chefs de village qu'il y avait maintenant des maires élus et que les maires avaient des responsabilités que les chefs avaient plus maintenant. Donc, j'étais la blanche avec des mèches, là-bas. Je peux vous dire que les Africains ont été extrêmement gentils avec moi, mais ça a été une expérience tellement différente. Et ça nous permet, les gens disent beaucoup, le municipal, il faut que tu restes chez toi, il faut que tu gères tes dossiers chez vous. Mais le fait d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quand on revient tellement moins critiqueuse avec ce qu'on a, parce qu'on sait ce que les autres ont puis n'ont pas, et on apprécie beaucoup. Et on apprend à faire les choses différemment. Moi, ces 2 missions-là m'ont complètement changé par rapport aux priorités qu'on a, par rapport aux gens, par rapport aux personnes humaines. Ici, on est des machines, on traite des rues, des trottoirs, des poubelles, du stationnement, mais avant tout, on traite des humains. Et ça, c'est extrêmement important comme vision dans une administration comme la nôtre. Et moi, je me suis donné comme mandat de l'inculquer à mes fonctionnaires aussi, en disant, vous traitez peut-être un dossier de changement de zonage où on refait un parc puis on met une balançoire. Mais c'est pas la balançoire qui est importante, c'est est-ce que l'aménagement autour va permettre aux familles d'y aller? Est-ce qu'on a des bancs où les parents pourront s'asseoir pendant que les enfants jouent? Est-ce qu'on a des abreuvoirs? Est-ce qu'on a des endroits
qui permettent à nos gens de venir. Et ça, pour moi, c'est toujours ce côté-là qu'on doit amener, cette vision-là différente. Aussi, d'autres projets que j'ai menés, puis je suis très fière, c'est celui surtout que depuis 5 ans, je célèbre des mariages. Pas beaucoup d'élus à Montréal qui ont accepté de le faire parce que c'est bénévole. On n'est pas payé pour le faire. Ça prend en moyenne 4 heures par rencontre, mariage, remplir les papiers. C'est à peu près 4 heures de temps qu'on met là-dedans avec mon adjointe. Et l'objectif de ça, c'était de faire du bénévolat, oui, pour rencontrer des gens qui sont contents parce que dans notre métier, les gens qui viennent nous voir, habituellement, c'est ceux qui ne sont pas contents. Ils viennent se plaindre, ils viennent nous raconter leurs problèmes. Donc, souvent, ça prend beaucoup d'énergie. Et j'ai besoin d'avoir d'autres énergies positives pour pouvoir recharger mes batteries et continuer. Et en célébrant des mariages, je rencontre des gens qui viennent parce qu'ils sont heureux, qui veulent qu'on partage un moment de leur vie important. Et pour moi, ça, c'est important. Et de mes 150 mariages, je pourrais vous dire que la moitié proviennent des citoyens de mon arrondissement. Pour moi, c'est important. C'est un service de plus que j'offre. Et il y a des frais qui sont assumés, donc les frais de licence de mariage. Et l'entente qu'on a, c'est que cet argent-là reste en arrondissement. Et quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit, je vais trouver un projet rassembleur pour mon arrondissement, comme c'est mon bénévolat. Et j'ai décidé de le mettre dans une banque alimentaire, donc en sécurité alimentaire, parce que dans notre arrondissement, malgré le fait qu'il y a 150 000 citoyens, on est l'arrondissement le plus pauvre au Canada. Donc, par Saint-Michel et Parc Extension, mes 2 extrêmes, on sait que les enfants ne mangent pas 3 repas par jour. Et ça, c'est inconcevable dans une ville comme la nôtre. Et toute la problématique de la sécurité alimentaire, si on regarde la charte de la ville, c'est pas la priorité de la municipalité. Et pourtant, moi, je me dis, si mes citoyens ne sont pas en forme, si je fais les plus beaux parcs du monde et les plus beaux gymnases, si mes jeunes n'ont pas la force de s'y rendre, ça ne nous sert à rien. Et c'est pour ça qu'à Bon-An-Mal-An, après 5 ans, on a amassé un fonds de près de 40 000 qu'on s'apprête en début d'année à maintenant pouvoir donner à la population. Je voulais avoir aussi un montant qui était significatif avant de le donner. Donc ça, c'est pour moi une belle réalisation parce que dès janvier, on sera prêt à annoncer le projet. C'est sûr que vous allez être invités à cette conférence de presse parce que c'est quand même quelque chose dont je suis extrêmement fière. Mis à part ça, j'ai travaillé beaucoup sur, entre autres, une résidence de personnes âgées. J'en avais fait la promesse quand j'ai été élue. Pour moi, c'est important, lorsque je promets quelque chose à mes citoyens, de livrer la marchandise. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de promesses, mais quand je les fais, c'est parce que je sais que je vais les livrer. Et j'avais, à l'époque, dans les années... C'est comme si je suis une vieille fille, là, mais dans les années 98, entre mon deuxième, troisième mandat, 98-2001, on avait une pénurie de logements pour nos personnes âgées. Et quand j'allais dans les activités, beaucoup de gens me disaient, vous savez, on est né dans Villeray. J'étais conseillère de Villeray à l'époque. On est né ici. Ça fait 80 ans qu'on est ici. On n'a pas de place où on peut aller vieillir. Et on doit quitter le logement. Et ils quittaient pour Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, où il y avait des résidences. Et ça m'a touchée beaucoup et j'ai dit, écoutez, mon prochain projet, ça va être une résidence de personnes âgées parce que celles qu'on a sont saturées. Et j'ai réussi à mettre en œuvre ce projet-là, donc qui est sûr avec la communauté italienne, parce que c'est un projet que la communauté voulait, c'est un projet que nous, on voulait. J'ai réussi à faire rencontrer les 2 groupes, à travailler ensemble, et aujourd'hui, cette résidence, elle est remplie, je vous dirais à 80 90 de citoyens de Villeray. Donc, pour moi, ma mission a été accomplie. D'autres projets ont été, entre autres, un des beaux projets, le Petit Maghreb. Petit Maghreb qui... En 2005, pendant la campagne électorale, à l'époque, c'était le Ramadan. Donc, j'étais avec M. Bourque et on faisait le tour des petits cafés le soir vers 10 heures. Il y avait à l'époque Nasser Boudi, qui était un peu le représentant des commerçants. Il m'avait dit, j'ai un rêve. Et je lui ai dit, bien, moi, j'ai le même rêve que vous, on va le réaliser ensemble. Et ce rêve-là était de créer, sur cette rue-là, une rue commerciale à saveur maghrébine. Et ça, pour moi, c'était important parce que, encore une fois, près de 80 des commerces sur ce tronçon de rue de la rue Jean-Talon, entre Saint-Michel et Pie-Neuf, étaient d'origine maghrébine. Donc, je me suis dit, pourquoi créer un quartier maghrébin ou une rue commerciale ailleurs que là? Parce que tout est là, tous les commerces sont là. La faire ailleurs, ça aurait été déplacer les gens, tandis que de façon naturelle, les gens se sont établis dans le secteur. Et ça a pris quelques années parce que
Évidemment, un projet comme celui-là, il faut que la communauté s'implique, la communauté épouse les mêmes valeurs. Et 5 ans plus tard, ce projet-là a été reconnu par la Ville. Il y a eu des subventions qui ont été émises. Donc, actuellement, ce tronçon de rue-là est reconnu depuis juin l'année dernière, donc juin 2009, dans lequel la Ville a dit oui, on autorise des études. Donc, les études ont été menées par l'arrondissement. Il y a une association de commerçants qui est en voie d'être bien formée. L'arrondissement est là en parallèle. Et là, il y a des sous qui ont été donnés pour refaire les vitrines. Donc, les commerçants ont droit à des subventions jusqu'à 33 de leur rénovation intérieure ou extérieure. Donc, pour nous, c'est un plus pour aider les citoyens. Et ce projet-là va bien. T'sais, on est encore en évolution. Et quand j'ai pensé à créer cette rue-là commerciale, mon objectif était de dire à terme, donnons-nous encore un 10 ans. Moi, c'était sur un horizon de 10 ans. Donc, ça fait 5 ans. Il nous reste 5 ans pour atteindre la même popularité que le quartier chinois ou la Petite Italie. Et ça, pour moi, c'est un projet tellement important, à la fois pour la communauté, mais aussi pour faire connaître cette culture à tous les Montréalais. Et pour moi, c'est pas juste pour créer un ghetto. Au contraire, je veux que tout le monde ait accès à cette rue, au commerce, aux couleurs, aux saveurs, aux tissus, à toute cette richesse culturelle. Je veux qu'on puisse la partager et je veux que les gens aient, comme moi, le coup de foudre que j'ai eu quand je suis allée au Maroc. Je suis tombée en amour avec la communauté maghrébine et leur richesse. Et c'est ce que je veux démontrer à la population, c'est qu'il y a tant de belles choses à partager, tant de culture. Et ce projet-là est là actuellement et c'est en évolution constante et on doit continuer à le travailler parce qu'évidemment que dans la société, ce que j'ai appris en politique, c'est lorsque ça bouge, ça dérange. Lorsqu'on bouge trop vite, ça dérange trop. Et lorsqu'on bouge un peu, ça dérange les valeurs établies. Et on doit travailler étape par étape, un pas à la fois, pour essayer de tout mettre en place pour qu'il y ait un succès. Pour ça, il faut l'adhésion de tout le monde. Donc, à la fois les commerçants maghrébins, mais aussi tous ceux qui restent autour, pour comprendre que lorsqu'on développe une rue, bien, ça va attirer, oui, de la clientèle. Ça va aussi élargir la proximité commerciale pour tous les citoyens. Ça leur fait une nouvelle richesse culturelle. Ça développe des quartiers. Pour nous, plus c'est développé, plus il y a des sous qui rentrent dans l'arrondissement, plus on peut investir dans d'autres projets. Donc, ça nous met aussi une très belle visibilité. D'autant plus que ce projet-là est très audacieux. C'est le seul en Amérique du Nord. On me dit souvent c'est le seul au monde. Donc, je pense que ça mérite le temps qu'on puisse pour pouvoir bien le planifier. Mis à part ça, il y a tellement eu de dossiers, il y a tellement eu de belles choses dans l'arrondissement, si ce n'est que des fois, je peux vous dire, la semaine passée, j'étais dans une activité, puis il y a une citoyenne qui est venue me chercher, puis elle dit « il faut que je vous parle ». Fait que je lui disais « bien, OK, on va faire ça tout de suite même ». C'était pas tout à fait le temps parce que j'avais un discours à faire. Et elle m'a pris de côté, puis elle dit « je voulais juste vous dire merci ». Puis là, j'aurais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Mais elle dit, tout ce que vous faites, votre implication, vous êtes présente, vous n'êtes pas obligé d'être toujours aussi présente, mais vous êtes dans les activités où les gens sont, puis les gens savent qui vous êtes. Et ça, pour moi, c'est la plus belle reconnaissance que je pourrais pas avoir de mon travail. C'est souvent, tu finis ta journée en disant, ah, aujourd'hui, ça a été une dure journée, j'ai pas atteint ce que je voulais, mes réponses n'ont pas toujours été positives. Mais quand quelqu'un prend la peine de dire merci, ça, pour moi, là, c'est le plus beau cadeau que je peux pas avoir. Ça vaut plus que ma paye parce que c'est vraiment pour dire finalement que ce que je fais, ça a pas, c'est pas sans raison. Ça fait 16 ans que je fais de la politique. J'ai vécu à la fois le pouvoir, en étant au pouvoir pendant 7 ans, donc de 1994 à 2001. J'ai eu des belles responsabilités avec le maire de Montréal, qui était M. Bourque, un maire qui était profondément humaniste, qui a été mon professeur. J'ai appris de cet homme, j'ai fait mes classes politiques avec lui. Je peux vous dire qu'il m'a montré Montréal d'une autre façon. Et cet homme-là m'a marqué pour le restant de mes jours. Et à toutes les fois, il me disait, tu sais, Annie, et souvent, il y avait des dossiers très difficiles. Ça, c'était pour M. Bourque, mais je revenais à M. Tremblay après. Vous allez comprendre la différence. M. Bourque nous disait, il nous donnait des responsabilités, puis il connaissait sa ville comme personne. Et souvent, il me disait, est-ce que tu as réglé le dossier de Mme Untel dans sa ruelle? Et si j'avais le culot de lui dire, oui, oui, M. Bourque, c'est réglé, il me disait, non, c'est pas réglé, je suis allée ce matin.
Quand il posait une question, il y avait la réponse. Et il nous disait, je vous donne 2 semaines pour régler le dossier. S'il n'est pas réglé, je m'en occupe. Et je peux vous dire qu'on le réglait, parce que sinon, on entendait parler. M. Bourque, là, ça a été un homme, malgré tout ce que les gens ont dit, c'est un politicien hors du commun. C'est un homme profondément humaniste qui croyait en les gens. Et ça, on a passé à travers des crises très difficiles, entre autres où les gens le traitaient de fou dans les journaux. Puis moi, j'y avais dit un matin, vous pensez-vous, M. Bourque, vous savez, son père venait de se suicider, il y avait plein de choses. Ça allait pas bien. Et puis on parlait du projet Une île, une ville, 98, ça. Et il se disait, Annie, il faut que tu aies la foi dans ton maire. Puis là, j'avais dit, M. Bourque, moi, j'ai la foi en vous. Et c'est parce que tous les journaux, il n'y a personne qui a la foi dans vous. Votre projet, là, même le premier ministre du Québec, là, trouve pas ça trop bien. Puis il m'avait regardé puis il dit, Annie, tu sais, la foi peut déplacer les montagnes. Et il était resté comme ça. Et là, j'étais dans la voiture avec lui, je dis, oui, M. Bourque, j'ai la foi en vous. Mais 2 ans plus tard, son projet Une île, une ville a vu le jour. Pas comme on voulait l'avoir, évidemment, mais il avait vu le jour. Et ce matin-là, il m'avait dit, Annie, je t'avais dit, aie la foi en ton maire. Et ça, moi, ça m'avait marqué son optimisme. Et quand ça allait le plus mal, quand on était à 4-5 % d'un sondage, il disait, parfait, on s'en va voir du monde. Il partait puis il allait voir le monde. Puis les gens dans la rue arrêtaient leur voiture, débarquaient pour aller lui serrer la main. Et c'est là que j'ai appris que ce positivisme-là, on va le chercher chez les gens. Et c'est pour ça que moi, quand je suis ici un peu down, je dis à mes adjoints, trouvez-moi un party, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille voir du monde, on sort. Et c'est comme ça que ça se passe. 2001 est arrivé. Notre projet Une île, une ville est arrivé, mais pas comme on l'avait prévu. Ça a été un désastre total parce que le maire qui a été élu, avec tout le respect que j'ai pour M. Tremblay, Gérald, par son prénom, je l'ai connu depuis ça fait déjà plusieurs années, qu'on se connaît avant même qu'il soit maire. La personne, l'humain, est très humain. J'ai rien à dire contre lui. Le personnage maire, c'est autre chose. Quand M. Tremblay a été élu en 2001, il a été élu dans un fond politique un peu étrange, c'est-à-dire que le résultat électoral a fait que M. Bourque a été élu dans les 9 arrondissements de Montréal, donc le cœur de Montréal, tous ceux qui étaient pour Une île, une ville. Tous ceux qui ont voté pour M. Tremblay, c'est toutes les villes de banlieue qui, par la force, ont été fusionnées à Montréal. Et le discours du maire à l'époque était de dire « Votez pour moi et on va défusionner la ville ». Et M. Bourque a perdu par 10 000 voix à cette élection-là. 10 000 voix. Parce que les banlieusards sont allés plus voter qu'à Montréal. Mais si on regarde le résultat, 65,9 % des gens avaient voté pour Montréal, pour M. Bourque, à Montréal. Donc, cette élection-là a été une réaction aux fusions. Et là, quand M. Tremblay a été élu, là, son équipe qui était élue, on commençait à lui dire « Tu nous avais promis qu'on était pour défusionner. Il faudrait qu'on le fasse. » Et là, M. Tremblay a commencé à faire des pourparlers avec Québec. Le premier ministre s'en est mêlé, M. Charest. Il a dit « Parfait, on fait un référendum, ces fusions, puis ceux qui seront là resteront là, les autres n'iront pas. » Première erreur très grave en politique, c'est revenir en arrière sur Montréal. Pendant ces années-là, Montréal, qui avait atteint une vitesse de croisière importante à l'époque de M. Bourque, on avait réussi à augmenter la crédibilité de la ville. Plusieurs sièges internationaux étaient rendus à Montréal. On avait une très bonne visibilité sur le plan international. Plusieurs compagnies venaient chez nous. Création d'emplois. On avait revitalisé la rue Sainte-Catherine. On avait vraiment redonné cette fierté à Montréal. Les gens connaissaient Montréal. De 2001 à 2005, les gens se souviennent de fusion, défusion, confusion. Pendant ce temps-là, Toronto, qui venait de se faire fusionner, a augmenté, a pris la place de Montréal parce que Montréal était rendu la ville la plus importante du Canada. On était vraiment là comme une métropole. Pendant 4 ans, pour une ville, c'est énorme. On n'a pas eu de subvention, on n'a pas eu de programme, on n'a pas eu de grands projets, si ce n'est que se chicaner, à savoir, on reste fusionné, on se défusionne. Quel service s'en va avec les villes liées? Comment on fait ça? Qui fait quoi? On a fait de la confusion pendant tout ce premier mandat de l'équipe Tremblay. 2005, évidemment, une autre élection. M. Tremblay se fait encore élire. Parce qu'au municipal, c'est toujours à peu près 2 mandats que, si on regarde depuis l'époque de Drapeau, là, Drapeau, Doré, Bourque, c'était tout le temps 2 mandats.
Donc, les citoyens ont un bon cœur, donnent encore une fois, la chance à M. Tremblay de faire quelque chose, parce que M. Tremblay disait, les 4 premières années, oubliez ça, c'était pas bon, maintenant, on est là pour faire des choses. C'est pas passer grand-chose. Et à terme, si on regarde ce que Montréal a fait, puis j'étais en fin de semaine avec des gens de la communauté italienne, entre autres, puis on jasait, puis on se disait, comment on peut, je vous dirais, faire le résumé des 9 ans de l'administration Tremblay? Comment? Avez-vous des projets? Et là, je dis, moi, j'ai 5 doigts dans ma main. Êtes-vous capable, comme ça, me nommer 5 projets? Comme ça. Et là, les gens me disaient, bien, Bixi, le déficit, Bixi, le contrat des bacs-sacs qui nous a coûté 6 millions jusqu'à date, puis il n'y en a pas plus parce que ça ne fonctionne pas. L'eau, tout le scandale de l'eau, tous les scandales de l'éthique municipale. Ça, on en a, là. On en a des doigts pour ça. Tous les élus qui ont passé par là, toutes les enquêtes, l'escouade marteau. Mais qu'est-ce qu'on a de concret pour Montréal, à part les Bixi qui sont déficitaires, puis qu'on paye dans les autres villes pour que ça devienne international, mais c'est Stationnement Montréal qui le paye? Toute la confusion municipale, toutes les augmentations du transport de la carte de la STM qui a augmenté 9 fois dans un an, toutes des promesses électorales qu'on dit aux citoyens qu'on n'est pas capable de réaliser. Donc, tout ça a permis, je vous dirais, la grande réalisation de l'équipe Tremblay, c'est la déchéance, c'est la déchéance des réputations des élus et des politiciens. Moi, je pourrais résumer ça comme ça. L'écœurement de la population face aux politiciens. Ça, M. Tremblay y a contribué pleinement. C'est la plus belle réalisation de ces 3 ans de mandat. Lorsqu'on parle aux citoyens, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent des élus. Ils vont nous parler des courseaux, des bateaux, des contrats, l'augmentation des contrats, le gel des contrats, l'augmentation des tarifs, le scandale des compteurs d'eau, mon Dieu, la STM, tout ce qui se passe. On va de l'avant, on recule, on va de l'avant, on recule, on va de l'avant, on recule. Tout le dossier là, du tramway. Tout le monde dit, oui, on veut des tramways. Il les a promis, ils sont où? Tout le boulevard Notre-Dame. Jusqu'à date, j'ai comptabilisé 19 conférences de presse. Alors que le projet était signé en 99 avec M. Bourque. Quand M. Bourque était maire, on avait signé le plan pour le boulevard Notre-Dame. 2001, l'élection arrive, plus rien qui est bon. On efface tout, même si ça avait pris des années de discussion. On efface le projet. L'équipe Tremblay a des meilleures idées. 19 conférences de presse pour dire voici le projet, il s'en vient, voici le projet. 19 conférences de presse pour apprendre aujourd'hui, en 2010, que le projet, il est remis au calendrier grec parce que le turco est plus important. Mais à l'époque, c'était très important. Notre-Dame, c'est une priorité. Mais c'est plus important parce que les électeurs de ce secteur-là ne sont pas ceux de M. Tremblay. Ils sont ceux de l'équipe de Vision Montréal, pour la plupart dans l'Est, complètement. L'autre bord, bien là, c'est plus le milieu de M. Tremblay. Donc là, c'est un petit peu plus important. Donc, ça a été échec après échec et surtout aussi une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion des fonds publics. En 2001, quand ils ont été élus, ils nous ont dit, on sait qu'il n'y a pas un arrondissement qui est égal, on sait qu'à Montréal, il y a 2 classes de Montréalais, les budgets ne représentent pas les vrais besoins des Montréalais. Ils le savaient, en partant. Ils nous ont dit, donnez-nous du temps pour le faire. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, un Montréalais à Montréal ne vaut pas la même chose, tout dépendant dans quel arrondissement il reste. Par exemple, chez nous, et moi je le prends, je vous dis, parce que j'ai le passé, j'ai su comment ça s'est fait, puis j'attends de voir la fin. Puis quand un Montréalais sera égal partout où il va être dans la ville de Montréal, il sera temps que je prenne ma retraite. Ça, je l'annonce, je vais le dire, mais je sais que c'est pas demain la veille. Parce que chez nous, encore une fois, je me compare beaucoup à l'arrondissement à côté qui est Saint-Laurent. Pour moi, c'est important de pouvoir comparer. Chez nous, 150 000 citoyens. Au dernier budget, j'investissais l'équivalent de 435 $ par tête de citoyen en frais de service. Ça veut dire bibliothèque, piscine, sport, tous les services que l'arrondissement fournit, c'est l'équivalent de 450 $ par citoyen. Saint-Laurent, 80 000 de population, presque la moitié de chez nous. 900 $ par tête de citoyen en frais de service. La seule chose qui a changé depuis les 10 dernières années,
c'est qu'en 2001, pour le budget de 2002, moi, j'investissais 350 $ par citoyen, Saint-Laurent, 1200. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont baissé un petit peu, puis ils ont augmenté un petit peu. L'écart est toujours le même. Et une autre tendance, puis ça, comme votre magazine va durer plusieurs années, vous serez à même de constater qu'au mois de mars, à chaque année, depuis 2002, on nous annonce un déficit. C'est grand branle-bas de combat, ça va pas bien, on a un déficit, il faut couper, couper, couper. Donc, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, à chaque mois de mars, on a 400, souvenez-vous de ça, 400 millions de déficit. À chaque mois de mars, 400 millions de déficit pour l'année qui vient. Septembre-octobre, le discours sur la situation financière, surprise! On a tellement bien géré qu'on finit avec un surplus. À chaque année, ça, c'est prendre les citoyens pour des imbéciles. Et c'est ce que je déplore le plus de l'administration Tremblay actuellement, c'est qu'ils prennent nos citoyens pour des gens pas intelligents. Pourtant, lorsqu'on leur explique les vraies choses, les citoyens comprennent et nous aident à trouver des solutions. Et chez nous, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. C'est toujours dire aux citoyens la vérité, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, puis comment ils peuvent nous aider. Mais l'administration s'en fout. Je vous le dis, là, moi, ça m'horripile de voir des choses comme ça en nous disant, encore une fois, ils nous ont fait couper nos budgets. On a adopté les budgets au mois de décembre 2009, en disant, voici, pour 2010, le budget qu'on a. Comme un budget familial. Moi, je pars avec ma petite valise. Je sais que j'ai tant d'argent à dépenser durant l'année. Je sais comment je vais le dépenser avec les différents services et les obligations. On adopte ça le 15 décembre. 1er janvier, surprise, coup de théâtre 2010, il m'enlève 40 % dans mon budget de planification pour mes projets de l'année. 40 % sur 7 millions, c'est 3 millions. 3 millions de projets que je n'ai pas pu livrer cette année. Par contre, moi, j'ai dû adopter mon budget devant mes citoyens pour leur dire, voici mon enveloppe budgétaire, voici ce qu'on va faire cette année. Et là, en janvier, sans le dire à personne, en catimini, on reçoit une petite note de service en disant « Nous avons pris une ponction dans vos budgets de 40 % pour cette année. » Donc, réfection de piscine, 3 millions, là, c'est beaucoup sur 7 millions. C'est à peu près la moitié de ma planification. Piscine, rue, trottoir, réfection de bâtiment, parti comme ça, sans nous le dire. Et là, on doit réorganiser nos priorités. Je dois parler à mes citoyens pour leur dire, vous savez, il y a eu quelque chose à la ville, on nous a pris notre argent, donc, tu sais, votre piscine là, que vous attendez cette année, là, vous ne l'aurez pas cette année. Ça, c'est des choix qu'on doit prendre, mais ce n'est pas eux autres qui le disent, c'est nous, parce que c'est le budget de l'arrondissement. Et au mois de juillet, 15 juillet, un autre coup de théâtre, ils nous écrivent, en pleine vacances de la construction, où on sait qu'à la ville, tout le monde est en vacances, presque. Beaucoup de fonctionnaires profitent du temps estival parce que c'est beaucoup plus tranquille. On nous avise qu'on vient me chercher 1 % de mon budget, 659 000, en plein mois de juillet, puis ils nous disent coupez, mais pas d'un service aux citoyens. Chez nous, c'est parce qu'on offre des services aux citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on coupe? La tonte de gazon, au lieu de la faire aux 7 jours, on la fait aux 14 jours. Les heures de piscine. Nos piscines intérieures, on va les couper parce qu'on a des piscines extérieures. Donc, on doit refaire au mois de juillet toute cette planification-là. Il aurait pu nous le dire l'année passée. Il aurait pu planifier les choses comme ça. Et là, on arrive là, actuellement, ils nous ont donné, si vous avez suivi l'actualité, au mois de septembre, ils se sont vantés de nous donner 12 millions aux arrondissements pour rétablir l'iniquité. Sur le 12 millions, ils me redonnent mon 659 000 qu'ils m'ont enlevé cet été. Donc, finalement, au net, c'est 650 000 que j'ai de plus. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils m'envoient une facture aussi. Négociation de la convention avec l'École bleue, indexation des contrats, indexation des salaires. Ça, là, je l'ai pour 650 000. Fait que mon 1,2 million de dollars qu'ils m'ont donné, bien, il est rentré dans le 650 000 que j'ai dû couper cet été, plus le 650 000 en indexation. Fait que finalement, ils se disent, on vous en a donné de l'argent, arrêtez de chialer. Mais c'est pas de l'argent, c'est de l'argent de Monopoly. Mes citoyens, là, je peux pas leur offrir pour 1,2 million de services parce que ça va dans autre chose. Donc, ils gèrent à la petite semaine. Actuellement, on a notre enveloppe budgétaire. On l'a adoptée devant les citoyens la semaine passée. Malheureusement, pas beaucoup de citoyens participent. Pourtant, ils devraient le faire parce que c'est leur argent. Au dernier conseil municipal, il y a deux semaines, j'ai questionné l'administration en leur disant,
vous savez, on vient d'adopter en arrondissement nos enveloppes budgétaires. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation qu'elle est finale et fixe, que dès janvier, vous ne viendrez pas encore une fois chercher d'autres argent? Parce que nous, là, on la planifie en fonction de ce qu'on a. C'est bien peu, mais on fait ce qu'on peut. Alors, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et la réponse a été non. Et on sait qu'actuellement, ils sont en train de travailler à couper le budget qu'on va adopter dans un mois. Puis on va l'adopter dans un mois. Mais ils vont nous faire le même scénario début janvier. Vous savez, il y a des impondérables, on doit couper. Ils vont venir nous couper, là, je vous le dis, là, venez me voir au mois de janvier, puis on pourra dire, écoutez, c'est arrivé, c'est écrit. Puis au mois de mars, il va y avoir 400 millions dans le trou pour l'année prochaine. Puis au mois de septembre prochain, il va y avoir un léger surplus. Ça va être comme ça depuis qu'ils sont là. Je pourrais vous écrire un livre là-dessus. Donc moi, ce que je retiens de l'administration Tremblay, c'est leur non sérieux. C'est toujours la faute de... Et quand on leur pose des questions, c'est toujours la faute à M. Bourque. Ça fait 9 ans qu'il n'est plus là. Mais c'est toujours sa faute si ça va mal à Montréal. Pourtant, il a été là 7 ans, puis le temps qu'il a été là, ça a bien été. Mais c'est toujours sa faute. Et pour moi, ça, c'est une administration qui ne prend pas ses responsabilités. C'est eux qui gèrent la ville, qui la gèrent correctement et qui fassent des coupes où il faut en faire, qui demandent aux arrondissements de banlieue qui sont avec nous de mettre en commun les services, qui s'attaquent aux vrais problèmes. Puis on va leur trouver des solutions. Et malheureusement, c'est cette façon de gérer qui, pour moi, fait que Montréal est rendu un petit village et que Québec est rendu la métropole du Canada, là. Presque. Québec, on a un maire, on peut en dire ce qu'on veut, un maire qui a des idées, qui n'a pas nécessairement de l'argent, mais qui nous fait rêver. Puis en nous faisant rêver, il réussit à trouver l'argent. À Montréal, on a un maire qui n'a pas d'idées, qui ne sait pas où il s'en va, mais qui n'est pas capable de nous faire rêver parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est très dommage. Très dommage. Et malheureusement, aux dernières élections, les citoyens sont allés voter à 36 %. Si les citoyens seraient allés voter au moins 50 %, ils auraient eu la chance de changer leur maire, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, on est pris avec les élus qu'on a, mais je souhaite aux Montréalais qu'ils prennent au sérieux leur rôle de citoyens. Parce qu'une fois par 4 ans, on leur demande de faire des choix. Une fois par 4 ans, c'est pas beaucoup. Puis ça leur permet d'être des citoyens à temps plein, puis à pouvoir aussi participer à la démocratie. Puis j'ose espérer qu'en voyant tout ce qui se passe là, ceux qui ne sont pas allés voter se sentent un petit peu coupables. Ouais. J'aime beaucoup ma ville. J'aime beaucoup Montréal. Puis actuellement, ça me peine beaucoup de voir que ceux qui la gèrent n'ont pas cette même passion-là. Ceux qui on le voit seulement par la façon dont ils gèrent les dossiers. Quand on nous envoie des représentants pour parler des dossiers, tout le monde a un discours, ils sont obligés de lire leur discours. Ça, pour moi, là, ça me fâche. Ça me frustre parce qu'ils viennent dans nos milieux nous parler d'un projet qu'ils ne connaissent même pas. Puis quand on lit, puis quand on voit le politicien qui nous dit « Je vous souhaite la bienvenue au nom du maire de Montréal, on est-tu capable de parler avec notre cœur? Puis ça, pour moi, ça, c'est faire de la politique. C'est parler aux gens, puis dire ce qu'on a, puis ce qu'on aime, puis ce qu'on n'aime pas. Puis souvent, moi, je fais des discours, puis les gens viennent me voir, puis ils me disent « Est-ce qu'on peut l'avoir écrit? » C'est parce que je l'écris pas. Moi, c'est un one-shot deal. Là, j'arrive, puis je parle. Puis quand j'ai fini, demandez-moi pas ce que j'ai dit, puisque c'est passé, là. Je passe à autre chose. Mais on a besoin, à Montréal, de gens qui aiment la ville, qui aiment profondément la ville pour la faire avancer. Puis actuellement, c'est pas ce qu'on a. C'est dommage, puisque M. Tremblay, c'est une bonne personne. Peut-être qu'il veut beaucoup, mais qu'il n'y a pas de leadership. Et les membres de son équipe n'aiment pas nécessairement Montréal comme on voudrait, parce que quelqu'un qui aimerait Montréal, c'est quelqu'un comme M. Labombe, qui a des grands rêves pour sa ville. Puis une ville, c'est une ville humaine, c'est pas une ville qu'on met sur papier, c'est des humains. Il faut les aimer pour pouvoir bâtir des choses. Puis actuellement, depuis 9 ans, Montréal a pris un recul tellement important que moi, c'est sûr que je vais rester, mais je vais faire de la politique jusqu'à temps que Montréal regagne son blason puis sa fierté. Eh bien, c'est mon souper avec Lala Asna, son Altesse royale.
Donc, sur cette photo-là, il y a entre autres le gouverneur du pays qui est ici. Je ne vous dirai pas son nom parce que c'est compliqué. À l'époque, le monsieur qui était à côté, le ministre de l'Éducation, lui, c'était le président de l'Office national d'électricité. Donc, on était dans le désert de Ouarzazate et le ministre ici de l'Environnement. Donc, c'était une excellente et belle soirée, très mémorable. Et ensuite, je terminerai avec mon idole. Et tantôt, vous me disiez, quand je vais prendre ma retraite politique, mais cette dame-là, la maire de Mississauga, a 88 ans. On l'appelle l'ouragan Hazel. Tous les midis, elle va patiner à la patinoire municipale avec ses citoyens. C'est une femme extrêmement active et je l'ai mis ici devant moi pour que tous les matins, elle me motive à continuer. Même quand j'ai des bobos, même quand ça va pas bien, elle est là. Bien, un jour, j'ose me rendre là, mais peut-être pas à 88 ans, mais un jour, je m'y rendrai. C'est mon inspiration. Je suis chanceuse, je ne suis pas encore décédée, puis j'ai encore ma place à mon nom.